Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une femme des lettres, Lydia Zigiré-Kacha. Elle est écrivaine. Dans son actif, nous avons un livre déjà, Bienvenue dans le monde académique. Alors ensemble, nous allons découvrir pourquoi c'est intitulé, pourquoi avoir choisi ce secteur académique. Elle va essayer de répondre à nos questions. Madame, Messieurs, bienvenue à vous, bienvenue également à vous Lydia. Merci Madame Feza. Alors souvent, il nous est toujours dit que si vous voulez cacher une connaissance à un Africain, il faudrait le mettre dans un livre. C'est encore plus flagrant pour une femme parce que des études ont démontré que les femmes sont moins instruites en République démocratique du Congo. En dépit de certaines campagnes, il y a évolution aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à écrire? Voilà, merci beaucoup Madame Feza pour la question. Voilà, ma motivation relève des aînés scientifiques qui m'ont accueilli à l'université. Alors que je ne connaissais encore rien sur le milieu académique, je n'avais même pas encore débuté les cours, donc j'étais encore dans les processus pour l'inscription. Et alors que je cherchais la paritorat du premier cycle, j'ai demandé la question, j'ai posé à 3 aînés scientifiques qui étaient devant la faculté des lettres s'ils pouvaient m'orienter vers la paritorat du premier cycle. Ils ont tout de suite compris que j'étais une nouvelle venue dans le milieu académique. Et ils m'ont dit, ah tiens, bienvenue dans le monde académique. Voilà pourquoi plus tard j'ai gardé les titres bienvenue dans le monde académique. Ok. Ils m'ont dit, voilà, tu es la bienvenue dans le monde académique, mais il y a des principes de réussite dans ces milieux où tu te retrouves aujourd'hui. Alors j'ai demandé c'était quoi les principes, parce que j'étais vraiment curieuse. Hein? Imaginez-vous, je me suis dit, bon, ça c'est la grâce carrément qui m'accompagne aujourd'hui, rencontrer des aînés scientifiques qui tout d'un coup veulent même me donner des principes. En tout cas, c'est merveilleux. Alors, ils m'ont dit, écoute, nous avons 4 principes à te proposer. Et le premier principe, c'est être très forte en tricherie. J'ai dit, ok, en tricherie, ça commence déjà bien. C'est quand même effrayant ça. C'était Ça, déjà c'est dans les négatifs. Oui, parce que je m'attendais à quelque chose de vraiment constructif. Et c'est comme ça que j'étais très attentive. À ma plus grande surprise, ils m'ont dit, oh non, non, tu dois être très forte en tricherie comme premier point. Deuxièmement, ils m'ont dit, tu dois être très forte en corruption. Là, c'est impossible de passer des promotions si tu ne penses pas. Vous parlez des aînés scientifiques, ce sont des étudiants Des étudiants qui étaient déjà en plus à la porte de l'université. Ok, donc, à la porte de sortie. Oui, oui. En tout cas, je suppose qu'ils étaient en première licence ou bien en deuxième. Je n'ai pas réussi à leur poser la question parce que j'avais quand même un peu peur. Alors, ils m'ont dit, écoute, tu dois être forte en tricherie, en corruption. Tu dois savoir que le professeur, les assistants, les chefs des travaux, ils se nourrissent de vous, les femmes. Si tu laisses coucher avec eux de temps en temps, les points sexuellement transmissibles donc, eh ben, tu auras des points en tout cas gratuitement. C'est presque gratuitement parce que tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts. Que tu étudies ou pas, tu vas quand même réussir. Ok. J'ai dit waouh. Et quatrièmement, ils m'ont dit, il existe des maisons, ou bien des sciences où on peut accroître ton intelligence. J'ai dit waouh. C'est quand même paradoxal à l'image que vous aviez de l'université. Hein. Effectivement. Ça, c'est pas une bienvenue, ça c'est autre chose. C'est autre chose, carrément. J'étais choquée, je me suis même révoltée à l'instant même. Parce que pendant que je les regardais, pendant que je les entendais parler, il y avait deux filles, disons 2 garçons et une fille. Et ils parlaient en cohérence. Hein. Donc, ils se complétaient, c'est un réseau en fait. J'ai compris que c'est un réseau, c'est comme ça le monde académique. Donc vraiment c'est normal parce que si c'est une seule personne qui s'était limitée à me transmettre les principes, j'aurais compris. Des mauvais principes, il faut préciser. Des très mauvais principes, voilà. Je les ai même intitulés des principes païens dans mon livre. Parce que vous êtes chrétienne. Parce que je suis chrétienne. Vous avez des valeurs chrétiennes qui vous accompagnent. Effectivement. Alors, vous intitulez votre livre « Bienvenue dans le monde académique ». L'on comprend bien, c'est dans cette circonstance dans laquelle vous êtes accueillie. Vous n'êtes pas la seule, on imagine. Non, il y a autant de personnes qui se retrouvent malheureusement dans cette même circonstance, mais qui ne s'en sortent pas. Alors, est-ce que vous changez là-dedans dans votre livre ou c'est juste un petit partage d'expérience par rapport à ce qui vous a... par rapport à ce que vous avez vécu? Voilà. Vous savez, ce taquet-là que j'ai reçu, franchement, m'a révoltée. Il y a même un point que j'ai carrément intitulé
un accueil révoltant. C'est un accueil qui m'a révolté. C'est un accueil qui, d'ailleurs, je peux dire, ça a été quelque chose de très négatif, mais c'est grâce à ça que je suis là devant vous aujourd'hui. À quelquefois, malheur est bon. Justement. Ça vous a révolté, ça vous a réveillé. Ça m'a réveillé, ça m'a fait comprendre que le monde dans lequel j'étais, c'est un monde des principes et que donc je dois aussi avoir des principes. Alors, je me suis fixé des principes également. Je me suis fixé des objectifs à atteindre. Mais parmi mes principes, je me suis dit, si le païen, pour réussir, il triche, il corrompt, il font je ne sais quoi et il passe par les points sexuellement transmissibles. Et moi, dans ces milieux, aussi corrompus soit-il, je dois défendre l'image de mon Dieu. Je dois marcher outre ces choses-là. Et donc, je dois beaucoup travailler. C'est l'unique possibilité pour passer en dehors de tout ça. Je me disais, si je travaille efficacement, je vais développer une certaine confiance en moi-même et une certaine discipline, une maîtrise qui va faire que je ne vais pas trembler face à tous ces professeurs-là. Aux tentations. Aux tentations, voilà. Mais il arrive des fois qu'on ait malheureusement bien travaillé, qu'on ait ses points, mais le prof vous tient à un échec non voulu, non mérité. Il vous demande de reprendre l'année. Est-ce que vous êtes arrivé face à ces contraintes-là? Effectivement. Voilà pourquoi le deuxième principe, j'ai dit je dois beaucoup prier. Puisque je peux bel et bien travailler, je peux être intelligente, je peux me battre, mais étant donné qu'il y a quand même ces professeurs-là qui ne verront pas les efforts que j'aurais fournis, je dois prier. Au moins le Seigneur lui étant juste, il voit. Et il va me défendre tout le temps devant mes adversités. Et ça a été le cas. Vous avez fini où? Dans quelle université? À l'UNIKIN. Ok. À l'UNIKIN, en lettres. J'ai fait les sciences de l'information et de la communication. Comme moi, bien sûr. Ah, ok. Vous n'êtes pas journaliste, je présume? Non, je ne suis pas journaliste. Ok. Mais au moins, vous écrivez, vous êtes dans les lettres, vous êtes resté dans votre domaine. Oui, je suis restée dans mon domaine. C'est un domaine que j'aime bien. C'est un domaine que je défends d'ailleurs. Et voilà, c'est un domaine en tout cas qui m'a permis de découvrir le monde autrement. Et c'est pourquoi je suis là. Un domaine qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'observation par rapport à la société, au phénomène des sociétés. Voilà un phénomène qui vous a inspiré. Dans votre livre, vous parlez du choix de l'université ou de l'institut supérieur. Est-ce important de faire un choix d'abord par rapport à l'université à laquelle on veut apprendre ou à l'institut supérieur? Effectivement. Vous savez, plus tard, quand je terminais mes études, pendant que je réfléchissais quand même pour savoir mais pourquoi tous ces antivaleurs dans le milieu académique, il doit bel et bien y avoir une source, une base. Et je ne crois pas que ce soit seulement parce que les étudiants sont des paresseux, ils veulent obtenir les choses aussi facilement. Les responsabilités sont partagées sur ce point-là. L'on aussi que, d'une part, les professeurs ont leur mauvaise foi, leur mauvaise pratique, mais d'autre part aussi, c'est la paresse des étudiants, vous l'avez évoqué. Effectivement, mais il n'y a pas que ça. Surtout la paresse des étudiantes. Il n'y a pas que ça. Elles savent qu'elles ont comme atout la beauté, leur féminité pour passer des promotions. Je vous assure qu'il n'y a pas que ça, Madame Feza. Il y a plusieurs autres facteurs. Et le principal, c'est justement la mauvaise orientation, déjà au niveau des humanités. Ok. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est mal orienté déjà, il est en 6e. Attendez, maintenant là, nous sommes bientôt là, les examens d'État voilà, vont sortir pour les examens d'État, n'est-ce pas? Essayez d'interviewer, vous êtes journaliste, d'interviewer même 10 personnes, 10 élèves qui viennent d'obtenir leur diplôme, 10 finalistes. Demandez-leur où est-ce qu'ils vont faire l'université ou bien qu'est-ce qu'ils vont faire à l'université. Sur les 10 élèves, je suis sûre que 6 ou 7 vont vous dire qu'ils ne savent pas, soit qu'ils doutent encore, et c'est peut-être 2 ou 3 qui vont vous donner concrètement l'idée, l'image de ce qu'ils veulent devenir dans leur vie. Oui, mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Justement. Il y a les facteurs parents aussi. Il y a les facteurs parents, mais principalement, moi, j'incombe la responsabilité au niveau de l'école, déjà au niveau de l'école secondaire. Les élèves ne sont pas orientés. Au niveau de deuxième année, deuxième CO, cycle d'orientation, pour passer en troisième, généralement, on les oriente. Au niveau de la quatrième également, pour choisir l'option en cinquième, on les oriente aussi. Mais une fois en sixième, l'école pense que les élèves sont suffisamment matures, qu'ils peuvent voler de leur proposer les dons qu'ils peuvent choisir. Non, mais vous connaissez bien l'université, c'est quand même un monde pluridisciplinaire. Alors avec toutes les disciplines qu'il y a dans le milieu académique, quand même, ce n'est pas facile de faire un choix. Au niveau de l'école secondaire, on peut encore choisir parce qu'il y a peut-être 4 options. Il peut y avoir la PEDA, il peut y avoir la commerciale, la biochimie, la scientifique et j'en passe.
Mais à l'université, mais c'est énorme. Mais et chaque université a ses je spécificités. suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense aussi qu'au finish, nous sommes tous aptes à faire quelque chose. Chacun de nous a un atout qu'il développe. Chacun de nous connaît ses capacités, ses limites. Quand tu as déjà tes 3 ans au niveau de l'humanité, ça veut dire que en principe, tu sais déjà qu'est-ce qui t'attend à l'université. En principe. Mais c'est aussi une sorte de distraction de la part de nos élèves qu'il faut conscientiser. Parce que l'école peut bien orienter, mais en quoi tu te sens apte pour te décider? Quels sont les moyens des parents? Parce que moi, je peux vouloir faire l'UPC, je peux vouloir faire une université normale, mes parents me disent qu'ils n'ont pas assez de moyens. C'est aussi une contrainte. En fonction de tout ça, je pourrais finalement me décider de m'orienter. Oui, vous avez raison. Vous savez, justement, j'ai rencontré certains élèves parce que depuis un certain moment, je me suis décidée d'essayer de lutter contre cela. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de monter une ONG intitulée LAMA. LAMA, c'est tout simplement lutte contre les antivaleurs dans le milieu académique. Ok. Alors, LAMA va fonctionner à partir déjà du secondaire. Parce que je dois les préparer à aller vers le milieu universitaire. Incarner des bonnes valeurs aussi. Oui, surtout, vous savez, les valeurs. C'est pourquoi moi, je n'en veux pas aux étudiants qui tombent dans les antivaleurs. Je répète, c'est à cause généralement de la mauvaise orientation, soit qu'ils n'ont pas été orientés, ils se sont orientés d'eux-mêmes, soit qu'ils ont aussi, suivi. c'est déjà au niveau des écoles. Hein. Effectivement. Il y a des gens qui passent des classes sans avoir étudié. Effectivement. Et encouragés par des parents. Oui, ça aussi, c'est un sérieux problème. Est-ce que vous êtes sûr de réussir ces défis? C'est un grand défi je sais que c'est un très grand défi. Qui implique beaucoup d'acteurs, les parents, les écoles, les élèves, les acteurs principaux qui sont les élèves ou les étudiants en devenir. Je sais très bien, Fiza, c'est très difficile. Mais attendez, pourquoi on étudie finalement? En tout cas, moi, je me suis toujours dit, si j'étais à l'université, puisque j'en ai eu l'occasion et j'ai bien étudié, parce que je suis passée outre ces antivaleurs-là pour conclure la toute première question, je pense. Je suis passée outre ces antivaleurs-là, j'ai obtenu mon diplôme de licence et je n'ai jamais triché. Je ne suis pas corrompue, je ne me suis pas dévergondée et encore moi, je ne suis pas entrée dans le lot satanique. Pourtant, j'ai obtenu mon diplôme de licence. Pourquoi? Parce que déjà au départ... que quelqu'un d'autre témoigne à votre place. Oui, j'aimerais également. Vous allez recevoir des témoignages en tout cas. Oui, et si vous ne me croyez pas, croyez-moi à mes œuvres. Vous avez mon livre entre vos mains. Mais quand même, c'est votre témoignage personnel. C'est déjà mon témoignage personnel. Puisque si je n'avais pas bien étudié, ne vous en faites pas, je n'aurais pas suffisamment de maturité scientifique pour rédiger un livre. Oui. Et il n'y a pas que ça. Jour après jour, je développe beaucoup d'autres stratégies pour justement éradiquer ces problèmes-là. Parce que je sais que c'est possible. Quand j'aborde les élèves et les étudiants, d'ailleurs, j'anime des conférences et dans les écoles et dans les universités. Alors, quand je descends déjà vers les écoles, je me rends compte que c'est un besoin très éloquent au niveau des élèves déjà. Comment faire un bon choix, selon vous? Pour faire un bon choix, il y a d'une université et puis d'une filière. Voilà, il y a plusieurs aspects justement à prendre en compte, tel que le point que vous avez relevé il y a quelques minutes là. Vous avez parlé de l'aspect social, par exemple. Au niveau de la famille, il n'y a pas suffisamment de moyens, mais toi, tu décides, tu imposes aux parents d'aller en Europe. Envoyez-moi en Europe, sinon je n'étudie pas. Eh bien là, c'est un problème. Hein. C'est toi-même qui je suis très ambitieuse, je ne vois pas les obstacles qu'il y a devant moi, je vise loin. On ne refuse pas, il faut viser loin, mais il faut être réaliste également. Vous savez, moi-même, je voulais faire la médecine en Belgique. Et en 6e année, j'ai travaillé durement parce que sachant que mes parents n'avaient pas les capacités de m'envoyer en Belgique faire ma médecine, je me suis même, j'ai noué des relations avec des Blancs, des Belges qui étaient venus dans notre quartier à l'époque. Et question de trouver une issue. C'est pas mal hein, comme stratégie. Effectivement. Je savais, j'étais consciente que je ne peux pas demander ça à mes parents. Je ne leur avais même pas parlé de mon projet. Mais je voyais loin. Je voulais vraiment faire la médecine et pas ici au Congo. Je voulais la faire très loin d'ici. Dans un pays très bien développé. Si pas en Belgique, alors n'importe où en Europe, mais pas au Congo. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Deuxièmement, j'étais décidée à aller en médecine. En médecine. Même ici à l'UNIKIN, par exemple? Au début, je n'avais pas l'intention d'aller en médecine à l'UNIKIN. Je voyais l'UPC et je voyais
c'était principalement l'IPC. Mais quand j'ai jaugé les moyens, justement, l'IPC coûte beaucoup trop cher par rapport à l'Unikin. Ah, je suis rentrée donc j'ai remis ma tête sur les épaules et je me suis dit non, je risque de ne pas finir à cause de mes ambitions. Parce qu'il n'y a pas que moi. Il y a mes neveux, mes nièces, parce que... On est dans des familles africaines. Voilà, nous sommes en Afrique. Alors, je me suis dit, je ne dois pas d'abord être égoïste. En plus, ce que je cherche, ce que je vis, c'est d'abord être formé. Pas l'institution, mais être formé suffisamment pour que demain, je sois à mesure peut-être de me monter mes institutions. De la médecine aux lettres, vous voyez de la médecine aux lettres. Vous voyez pas qu'il y a une certaine incohérence par rapport à vos deux visions. Effectivement, c'est toujours un problème d'ambition. C'est que au niveau des humanités, déjà à l'école primaire, je savais que j'étais très faible en mathématiques. Moi, tout ce qui cadre avec les mathématiques, ce n'était pas mon truc. Déjà à l'école primaire, quand on donnait par exemple 10 plus 20 divisé par 3 fois je ne sais pas combien, je regardais, je me disais, un casse-tête pour vous. Mais non, je ne me donnais même pas la peine de calculer. Parce que je savais même si je calculais, je ne vais pas trouver la réponse. Du coup, depuis qu'on avait appris les signes de à peu près, moi je faisais toujours à peu près, je mets un chiffre là. Je savais que ce n'était pas évident que je réussisse, mais ce n'était pas mon problème. Et d'ailleurs, j'étais au village, moi je suis une vraie villageoise, à Bukavu, là-bas, donc à Walungu. Et je me disais, mais attends, d'ailleurs, avec ces casse-têtes de mathématiques, si ça ne marche pas avec mes études, mais je vais continuer avec les chants. Je vais faire les chants calmement, je vais aider ma maman à faire les chants. Donc, je m'en fiche éperdument que je réussisse ou pas. Mais comment vous aviez changé de vision pour aller là où il y a un peu plus des sciences exactes? Voilà. Si j'ai changé d'ambition, c'est que j'ai quand même fait la biochimie. Sachant que j'étais très faible en mathématiques, mais j'ai quand même fait la biochimie. Pourtant, ma grande sœur ici à Kinshasa m'a inscrit en lettres, disons en littéraire. Elle savait que je me sentirais mieux en littéraire qu'en scientifique. Mais j'ai dit non, ma grande, si je vais seulement là-bas, je vais échouer parce que je ne vais fournir aucun effort. Je n'aime pas la littéraire. Je n'aime pas le latin. Donc, d'emblée, je veux échouer sans fournir un effort. Alors, je lui ai dit, laisse-moi faire mon choix. Je m'étais même inscrit moi-même en scientifique avec l'argent qu'elle m'avait donné pour faire la provision. J'ai fait la provision, les restes, je suis partie faire mon inscription. Elle était surprise à la fin. Et ça a bien marché? Vous avez, au fur et à mesure, vous avez appris? Je me suis très, très bien défendue d'ailleurs. Parce que, en fin de compte, j'étais toujours la première ou la deuxième de la classe. Je connaissais que j'étais faible en mathématiques, en chimie, en physique. Je le savais. Alors, je bossais très durement dans tous les autres cours à caractère, des cours de mémoire. Tous, en tout cas. Alors, je maximisais, ça me permettait d'être toujours au-dessus des autres. Et j'ai évolué comme ça. C'était difficile, mais je tenais à ça et j'ai évolué. J'arrive à l'Unikin, malheureusement, lors du concours d'admission. Déjà, j'échoue. J'ai dit, waouh, je savais déjà. Alors, je ne vais pas fournir un effort quelconque d'être admise de manière officieuse. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas baser mes études. J'aimais tellement la médecine que je ne voulais pas baser ma médecine Faire un mauvais départ. Oui, sur la corruption déjà ou sur... Non, je ne voulais pas en tout cas. Je voulais que soit que je réussis avec l'intelligence dont Dieu m'a doté, soit alors je n'ai pas réussi et je décide autrement. Alors, j'ai décidé de ne pas étudier cette année-là et de retourner, attendre l'année prochaine pour tenter encore le concours. Mais pendant ces moments-là, 2 semaines après, le Seigneur m'a mis à cœur l'idée de faire la communication. C'était dans une vision d'ailleurs. Un bon matin, je me réveille, mais vous voyez, quand on vient de se réveiller, j'avais encore un peu de flou dans les yeux. Et j'ai entendu les termes communication. Je n'avais jamais entendu parler de ça. J'ai commencé à dire, communication. Ça résonnait tout le temps dans mes oreilles. Communication, c'est quoi communication? C'est quoi ça? Je suis allée directement réveiller ma grande soeur. Je lui ai dit, écoute Dada, c'est quoi la communication? Est-ce que je lui ai donné... La première question c'était quoi? Est-ce que si je fais la communication, je vais travailler dans une banque plus tard? Elle me dit, oh oui, tu peux travailler dans une banque. Elle dit, ah oh, d'accord, ça tombe bien. J'ai posé la question au moins à 5 personnes. Savoir si la communication m'amènerait à travailler dans une banque plus tard. Et elle me disait, oui, tu peux y travailler. Ah, je dis d'accord, dans ce cas, je fais la communication. Et c'est comme ça que je suis en communication et tout a été facile en tout cas. Donc, en tant que chrétienne, est-ce qu'il faudrait aussi poser la question à Dieu pour faire un choix? Effectivement, en tant que chrétien, comme vous le dites, quand on est enfant de Dieu, quand même, on pose des questions sur toutes choses. Regardez un peu l'histoire de David. David, avant d'aller à un combat, quelqu'un qui demandait toujours à Dieu, Seigneur, puis-je aller à ces combats-là? Est-ce que je vais remporter la victoire ou pas? Et le Seigneur lui disait, vas-y. Et il y a des fois, il disait, ne pars pas.
Et donc, nous, enfants d'études, nous devons faire la même chose, que ce soit dans les choix de nos études, que ce soit dans les choix du partenaire, que ce soit dans les choix, de petites décisions que nous prenons dans la vie chaque jour. Si nous développons cette culture-là de poser à Dieu des questions de temps en temps, eh bien, notre vie ne sera qu'un succès. Voilà. Alors, Lydia, Oui. dans le deuxième chapitre, parce qu'on a déjà quand même évoqué les antivaleurs, bienvenue dans le monde académique, qui fait partie de votre deuxième chapitre, Okay. vous parlez des résidences estudiantines. Qu'est-ce que vous voulez évoquer par là? Je vais dire que à travers les résidences estudiantines, donc les hommes, dans le milieu académique, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont à la fois constructives et destructives. Ça dépend de la façon dont Vous avez habité les homes? Ouais, je ne peux pas parler des choses quand même que je n'ai pas traversées directement. Ok. J'ai habité les hommes et c'est ce qui m'a donné la matière pour rédiger là-dessus. Voilà. Ok. C'est vraiment un monde, c'est un autre monde, je peux dire, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Si vous n'avez pas une forte personnalité, eh bien, vous risquez de louper votre objectif. Intelligente ou intelligent que vous êtes, vous pouvez quand même rencontrer des mauvaises personnes dans les hommes qui vous mettent des choses dans la tête. Oui, on dit toujours que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Effectivement, effectivement. Et Ça moi, peut influencer. oui, ça constitue une très grande influence. Qu'est-ce qui a sur, fait votre force, vous? C'est toujours la crainte de Dieu. J'avais des objectifs. Tout le monde n'est pas chrétien. Oui, tout le monde n'est pas chrétien, mais peu importe la religion dans laquelle on peut évoluer. Et même ceux qui sont sans religion, s'il en existe, je ne sais pas. Oui, les athées, on existe. Voilà, il y a des athées. Mais il y a la conscience intérieure. Dieu a doté chaque personne d'une conscience. Et il nous juge en fonction de cela. Que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois joviste, que tu sois je ne sais pas qui, Occultiste. occultiste, mais il y a une conscience intérieure et le Seigneur te dit tout le temps, même si ce n'est pas le Seigneur, ta conscience, mettons le Seigneur de côté s'il est faux. Oui, mais parlons ta de manière conscience, générale. D'une manière La générale. RDC est un pays laïque. Il faut que tout le monde se retrouve finalement. Effectivement. D'une manière générale, la conscience nous reproche. Non, mais quand tu voles là, les vols, on ne va pas te punir parce que tu es chrétien ou parce que tu es musulman ou parce que tu es, je ne sais pas, kumbangiste ou pas. Non. Quand tu voles, tu as volé. Oui, le vol, quelque c'est un chose, fait qui est punissable par la loi. Oui. Et ta conscience te reproche, bien sûr. Effectivement. Mais il y a des choses pour lesquelles on n'a pas des garde-fous. On les fait dans l'intimité, Oui. où personne ne nous voit. Par exemple, quand on triche et qu'on ne nous a pas attrapés. Qu'est-ce qui arrive en ce moment-là? Il n'y a que ta conscience qui te reproche d'avoir mal fait. Oui. Donc, il faudrait que les gens développent l'écoute de la conscience par rapport au bien. C'est la conscience qui nous reproche par rapport au bien et au mal. Effectivement. La conscience, c'est quoi déjà en définition? C'est le fait de savoir distinguer le bien du mal. Le mal, ok. En tout cas, peu importe ta religion, tu sais quand même distinguer que ça, c'est du mal. Je fais ça, c'est un péché. Je fais ça, c'est quelque chose de mauvais. Mais si moi, on ne m'a pas appris chez nous que tel acte est mauvais ou tel geste n'est pas bon, comment je vais l'apprendre quand je suis déjà âgée à l'université? La nature même, elle va vous enseigner. La nature, il y a des choses que vous n'avez pas besoin d'apprendre. C'est comme la conscience. On est en train de parler de la conscience. On ne va pas vous inculquer la conscience à la maison. Oui, il y a des choses que vous allez acquérir de la maison. Il y a des choses qui vont orienter d'une certaine manière votre conscience à partir de la maison. Mais il y a des choses qui vont s'imposer à vous à travers la nature elle-même. Mais il y a quand même aussi, parlons des jeunes filles. Hein. Ok. Les jeunes filles qui vont par moment, qui n'ont pas assez de moyens, mais qui sont déterminées aussi à poursuivre leurs études et à finir. Malheureusement, elles sont butées à des problèmes financiers et ça donne par moment à la prostitution. Voilà. Vous savez, hein, je glorifie les seigneurs en tout cas du fait qu'il est permis que je passe par là. Moi-même, quand j'étais homme, je n'avais pas, je sais pas vraiment tout ce que je voulais, non. J'avais juste le nécessaire, le minimum pour survivre. Et je savais que j'avais des insuffisances. Et j'ai rencontré des filles ou hommes qui m'ont même proposé d'une certaine manière de sortir avec 2, 3 hommes comme elle faisait. Parce que en tout cas la plupart des fois, elle passait des nuits à l'extérieur du homme
Vous la voyez sortir les soirs et vous dites c'est juste pour faire un tour. Et elle rentre le matin. Bon, elle n'est pas partie à la maison. Donc, elle est partie passer nuit où? Et c'était fréquent. Moi-même, d'ailleurs, une fois, les autres m'ont mis à l'extérieur de la chambre parce que c'était les jours du Open Day. Et le jour du Open Day, toutes les filles dans la chambre ont décidé de contribuer pour accueillir leurs hommes. J'avais aussi un petit ami. Mais j'allais dire, vous faisiez la sainte à l'époque. Heureusement que vous aviez évoqué que vous avez un petit ami. Oui, non, mais attends, quand même. J'avais des principes, mais j'avais quand même un petit ami. Ok. Mon petit ami était un médecin. Disons, il était en médecine, il était déjà à la fin de sa médecine. Médecin stagiaire. Oui, c'était un médecin stagiaire. Donc, il n'avait encore rien. Et à la maison, il me donnait juste le minimum et je m'en contentais. Et les filles me disent, écoute, tu dois contribuer, tu donnes soit $20, soit alors tu sors de la chambre parce que nous, on doit préparer et recevoir nos amis. Je leur ai dit, écoutez, je n'ai pas $20. Je n'ai même pas $10. Même $1 pour vous donner, je n'en ai pas parce que mon programme déjà bien établi en fonction de l'argent qu'on m'a donné à la maison. Donc, je me contente du peu que j'ai. Les filles m'ont dit, dans ces cas, tu montes sur le lit en étage, je vais au-dessus. Question de ne pas nous embêter. Ok, j'ai pris mon roman, je suis montée. Mais quelques temps après, ils m'ont dit, mais écoute, là, tu veux vraiment de nous emmerder. Tu es là, tu nous regardes, tu ne fais rien. Il vaut mieux quitter la chambre. J'ai dit, mais attends, je vais quitter la chambre pour aller où je n'ai pas cours aujourd'hui. Je ne peux pas descendre à la maison, c'est très loin. Ils m'ont dit, non, débrouille-toi en tout cas, mais quitte la chambre parce que tu nous embrilles là. J'ai compris que j'étais un Lydia, comment résister? Comment résister en quelques mots? Il faut avoir une forte personnalité et avoir des objectifs. Je savais que ce que je visais, c'était plus grand que ce qu'elle faisait là, sur les champs. Je me disais, non mais attendez, ce sont des filles qui sortaient déjà avec plusieurs garçons à la fois. Et des hommes qui ont de l'argent et qui couchaient avec des professeurs. Et je les savais très bien, on avait des indices quand même. Elles sont passées de promotion en promotion. Vous avez fini ensemble? On a fini ensemble, et bien évidemment. Il y avait celles qui étaient plus âgées que moi et qui ont fini avant moi. Il y a même une qui est tombée enceinte au sein du homme. Et on est obligé de la rapatrier à la maison. Vous voyez. Donc, je savais ce que je voulais. Je savais qu'en étant homme, je vais bien étudier. Et en étant homme, je vais donc réussir à atteindre mes objectifs. Il y a toujours la possibilité de faire la différence. Il y a un moyen. De l'environnement par moment qui nous influence négativement? Effectivement. En tout cas, moi, j'insiste sur la conscience intérieure, j'insiste sur la crainte de Dieu, quand bien même tout le monde n'est pas chrétien. Mais quand tu es chrétien, alors garde ta chrétienté où que tu sois. Quand tu n'es pas chrétien, essaye au moins d'écouter la voix de ta conscience. Et puis, aie des objectifs. Surtout quand tu as des objectifs, tu ne vas pas voir toutes ces petites choses-là. Tu vas te dire, ce que je veux atteindre plus tard, c'est bien meilleur que ce que je peux faire pour l'instant. Eh bien, voilà. Lydia, au-delà du fait de se contenter de ce que l'on a, est-ce que vous prêchez aussi pour l'entrepreneuriat de la jeune fille, par exemple? Parce qu'en étant à l'université, si on n'a pas assez de moyens, on peut entreprendre aussi. Effectivement. On peut mener quelques activités qui puissent nous permettre de nouer les deux bouts du mois au home. Oui. Est-ce que vous parlez aussi de ça? Parce que la pauvreté, elle est réelle. C'est un problème réel qui va finir certainement dans un processus à long terme. Mais à court terme, il y a des solutions qu'il faudrait proposer en contrepartie à ces filles-là qui s'adonnent par moment à certaines antivaleurs par manque de moyens. Effectivement. Vous savez, j'ai vu des filles qui étaient comme moi, qui tenaient à saisir vraiment quelque chose de très efficace à l'université et qui n'avaient pas de moyens, assez de moyens, disons. Je les ai vues vendre de petites choses. Genre, elle achète de boucles d'oreilles, elle achète des ballerines et elle prête au niveau de l'auditoire. Oui. Puis entre copines, hommes. Et d'ailleurs, moi-même aussi, j'ai fait ça. Je fais du porte-à-porte, vendre des petits habits, des petites chaussures, des petits trucs. Juste question de survivre. Et ça marche en tout cas. Ça nous permettait, moi je l'ai fait avec quelques copines, et ça nous permettait d'avoir vraiment un petit rien au-dessus de ce que nous recevions à la maison. On va finir par une petite question. D'accord. On n'a plus beaucoup de temps. Ok. Le livre a beaucoup de secrets pour réussir dans le monde universitaire. Oui. On va certainement conseiller aux gens de s'en acquérir, de s'en procurer pour pouvoir avoir certains petits astuces pour pouvoir résister dans le monde universitaire par rapport aux antivaleurs. Mais à l'époque, est-ce que vous avez été baratiné par un professeur? Qu'est-ce que vous avez dit? Oui,
C'était quoi votre réponse? Vous savez, il y a des choses qui ne se disent pas par les paroles, hein, mais des actes, vous les dites. J'étais pourchassée, je peux le dire. Et je faillis harceler. Je faillis reprendre la promotion. Je ne vais pas dire la promotion parce que... ça va donner des indices. Non, on n'a pas envie d'avoir des attaques personnelles. Oui. C'est juste un témoignage qui peut permettre aux autres jeunes filles aujourd'hui de pouvoir aussi s'en sortir. Voilà. J'ai été harcelée, pas une seule fois, pas par une seule personne, mais par plusieurs professeurs, mais surtout par des assistants. Et qu'est-ce que je fais? En tout cas, je disais, Seigneur, moi je travaille très bien. Je sais ce que je veux, c'est que je vais t'honorer. Ça, c'était la part de Dieu. Ça, c'était ta part, votre Seigneur. Part à vous. Ma part, j'ai travaillé efficacement. C'était ça ma stratégie. Et je les évitais. Je vois qu'il me veut. Je vois, tantôt il me lance des petites paroles. Tantôt, il fait certains gestes, certains actes qui me disent vraiment que voilà. Et d'autres me coulaient carrément. Au lieu de m'envoyer mes cotes normalement, il m'envoie par exemple un 3 sur 20 alors que je veux bien travailler. Des fois, on travaillait dans une équipe. Il y a des fois, on travaille en groupe, non? 5 personnes, 10 personnes ou combien, j'en passe. Mais les autres vont réussir. Tout le monde réussit sauf moi. Est-ce que c'est logique? Pas du tout logique. Voilà. Et le même professeur ou bien le même assistant qui m'a encouragé, qui m'a félicité, très souvent, j'étais celle qui menait l'équipe. Très souvent, c'était moi la secrétaire, c'était moi qui orientais d'ailleurs. C'était moi la coach. Mais en fin de compte, tout le monde réussissait. Ceux-là que moi j'ai coaché réussissaient. Et ils étaient surpris de voir que moi j'ai échoué. Et l'objectif c'était quoi pour l'assistant ou le poste? C'est que j'allais revenir vers lui. Afin soit de lui donner l'argent, soit alors de lui proposer de sortir avec. Et voilà. Mais je les évitais. Je priais, Seigneur, tu sais combien je suis. Et Dieu a transformé vos codes d'échec en réussite? Non, curieusement, hein, le Seigneur, il y a des fois, il fait des choses juste pour confondre l'ennemi et vous montrer combien il est grand, qu'il peut même vous laisser réussir avec un échec. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de passer des promotions avec des échecs. Okay. Comment? Parce que quand on va faire la péréquation, si j'ai bien travaillé dans tous les autres cours, je passe... À l'époque, nous aussi, on appelait pondération. Voilà. Lydia, on a fini, hein, à moins que vous ayez un mot en 30 secondes pour conclure l'émission. Voilà, pour conclure, je monte mon ONG intitulé Lama. Je l'ai déjà prédit. Lama, c'est lutte contre les antivaleurs dans le milieu académique. C'est quelque chose, c'est une entreprise qui se focalise sur les niveaux secondaires déjà. Question d'orienter ces enfants-là, question de leur montrer comment il faut faire pour réussir les études supérieures sans passer par les antivaleurs. Et l'objectif dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, qu'on ait des licenciés bien instruits, bien forts, disons intellectuellement parlant, afin qu'ils soient en mesure de développer notre pays, qu'ensemble on soit en mesure de travailler et de développer notre pays, qu'on n'ait plus de diplômés, des licenciés qui manquent d'emploi, qui ne savent pas créer même au cas où il n'y a pas d'emploi, ou qui ne savent pas solliciter un emploi dans une entreprise parce que dans leur caboche, il n'y a absolument rien. Voilà, ils savent qu'ils ont un diplôme, ils ne savent pas les défendre. Deuxièmement, je fais appel aux partenaires, disons, aux investisseurs. Vraiment, je souhaite qu'ils puissent investir dans mon ONG. J'ai beaucoup trop de rêves, beaucoup de projets. Je veux que notre pays change. Je travaille en tout cas efficacement pour que notre pays puisse revêtir de sa beauté tant chantée dans notre hymne national, que notre pays, notre Congo soit plus beau qu'avant. Moi, j'y travaille efficacement et je sais que c'est à travers la jeunesse qu'on peut atteindre ces objectifs. Voilà. C'est possible. Ensemble, nous bâtirons ces pays. Oui. À combien de plus forte raison que nous puissions vous encourager en tant que femmes ambitieuses. Déjà, c'est parti avec bienvenue dans le monde académique. L'académie, c'est vraiment cette base qui nous donne autant des notions pour pouvoir nous en sortir, évidemment, dans la vie professionnelle. Alors, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui, Lydia Nzigireka-Acha. Je dirais déjà que vous êtes la future présidente de votre ONG. Je le suis déjà. Vous êtes présidente de parce que je suis l'initiatrice de l'ONG. Vous êtes également écrivaine avec ce livre Bienvenue dans le monde académique. Madame, messieurs, c'était un réel plaisir pour nous de vous avoir pour cette émission. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, juste donner mon numéro de téléphone au cas où quelqu'un voudrait me contacter, que ce soit des autorités ou bien des élèves qui veulent se faire orienter ou comment. Voilà, mon numéro c'est 081 09
0 0 0 0 6 081 4 0 de suite et puis 6 à la fin. Ok, merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'était un réel plaisir pour vous de vous donner aujourd'hui cette matière sur le monde universitaire. C'est pas une matière forcément, mais c'est aussi une sorte d'expérience partagée par Lydia à travers son livre Bienvenue dans le monde. Je vous retrouve très bientôt sur la même chaîne pour un autre invité, pourquoi pas.